C'est un universitaire actif sur le champ politique. Son militantisme débute dans les années université, justement, au sein de la toute-puissante organisation syndicale et estudiantine l'ANEB, membre fondateur du Balai citoyen, ancien député au Conseil national de la transition, CNT. Il fait partie de ceux qui ont refusé de servir de caisse de résonance dans une transition où la contradiction n'était pas toujours bien perçue. Il est aussi le vice-président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, chargé des relations avec les partis politiques. C'est bien sûr David Moyenga qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Oh, c'est un grand plaisir pour moi aussi. On va commencer justement par parler du syndicalisme, puisque vous avez été effectivement sur ce champ. Vous avez un passé syndical notamment à l'ANEB. Quel apport dans la formation politique? Oui, permettez-moi également de dire mes voeux, les meilleurs, déjà à vous-même et à tous ceux qui travaillent dans cette télévision pour nous proposer voilà, des informations et de l'animation. Également à l'ensemble du peuple burkinabé qui est dans l'épreuve aujourd'hui politique, sociale et sécuritaire aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier, avec beaucoup de déplacés internes et bien sûr beaucoup de familles meurtries. Donc nos encouragements à tous ceux-là et bien sûr aux forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain. Je crois que la question de l'unité de notre patrie est plus que d'actualité et recommande que nous puissions en tout cas adresser des vœux de stabilité pour notre pays, mais des vœux aussi d'une véritable relance, sinon relève politique pour notre peuple, parce que je crois que la solution ultime viendrait également de cela. Alors, en 2020, justement, année électorale. Bien sûr. Et replongeons-nous donc dans le mouvement syndical. Si je reviens effectivement à la question qui m'est posée, à savoir quel apport justement pour ce passage voilà, dans le mouvement syndical? Oui, en termes d'apport... dans la formation politique. Ben oui, le mouvement syndical, c'est le creuset de la formation politique. Je dirais c'est la vraie école politique, hein, en dehors des facultés, en dehors justement des associations à caractère, je dirais souvent simple. Le mouvement syndical intègre à la fois la formation politique et idéologique de la jeunesse, qui en sort avec une orientation précise, c'est-à-dire une vision claire de sa place et de son rôle en tant que jeune dans la société, et de maîtriser tout l'univers politique. Également, les acteurs. Vous voyez, quand on parle d'idéologie aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qui vont le développer. Et ce n'est même pas sûr que dans les amphithéâtres, cela puisse ressortir. Or, dans les bases du mouvement syndical, il y a déjà le positionnement. Voilà. Vous avez les syndicats, par exemple, voilà, de lutte de classe révolutionnaire. Ils sont sur la scène politique. Les rouges? Ah, bien sûr que c'est peut-être le nom utilisé, mais moi, le terme rouge, bon, c'est une couleur naturelle de la nature. Hein. Il n'y a aucun problème. Ce qui est là, c'est que c'est une orientation politique d'un syndicat qui s'appuie sur les principes marxistes-léninistes dans leur combat et qui adhère à des combats politiques du type révolutionnaire. C'est votre cas, l'APP Burkindi? Oh, l'APP Burkindi, je dirais, c'est une conception politique qui prend en compte, au-delà des idéaux de gauche, certaines valeurs endogènes nationales africaines, dont le volet panafricaniste, et bien sûr, repose aussi sur les grands principes de la gauche universelle, que sont par exemple la justice sociale, la liberté, l'acquisition du savoir, parce que le peuple ne doit pas rester dans les ténèbres. Même si nous avons des valeurs, le monde c'est un tout. Et le parti ne doit pas garder aujourd'hui le peuple burkinabé, sa jeunesse et l'Afrique en arrière des questions technologiques et de la conquête du monde. Donc, pour cela, l'outil majeur, c'est le savoir, c'est la science, d'où l'acquisition de la science ou du savoir devient cette fois-ci une valeur cardinale
Parce que notre peuple doit avoir un niveau technologique et scientifique élevé. Vous voyez la Chine, par exemple, ils sont 1,3 milliard, peut-être un peu plus. Mais vous prenez le niveau moyen d'un Chinois, mais c'est très élevé. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a eu cette formation au plan éducatif et technique qui donne à chacun une capacité de transformation majeure. Et ce sont ces outils-là qu'il faut recourir à notre peuple. Et ce n'est pas pour vous une idéologie fermée, formatée, c'est une idéologie assez ouverte aujourd'hui aux influences, à l'évolution? Ben oui, justement, ce qui est intéressant même, c'est cela. Ce n'est pas, nous disons, du dogmatisme, de sorte que je peux vous dire que quand vous prenez déjà l'APP Burkini, vous prenez le parcours de ces militants, comme vous l'avez dit, ils ont brassé plusieurs mouvements où ils connaissent en fait le terrain militant. Et beaucoup de gens ont adhéré à ce mouvement. Vous avez des gens qui sont venus du parcours principalement du mouvement étudiant et du mouvement populaire. Il y en a qui viennent du mouvement syndical. Il y en a qui viennent des mouvements de la gouvernance. Il y en a qui viennent du domaine des droits humains. Et vous avez beaucoup de gens qui viennent de secteurs dans lesquels ils ont rencontré des militants où ils reconnaissent un certain nombre de valeurs cardinales, aussi bien au niveau sociétal, au niveau en fait professionnel, ou même, je dirais, au niveau politique. Vous avez des gens qui viennent, par exemple, de courants même sankaristes, aujourd'hui, qui sont dans le bureau national et qui sont aujourd'hui des cadres aujourd'hui au niveau de l'APP Burkini. Donc, je dirais que aujourd'hui, ce parti, à mon avis, relève d'une réelle création politique majeure, en tout cas post-insurrection, au regard des forces politiques que nous observons aujourd'hui. D'accord. Peut-être l'alternative, on verra après ce que vous proposez. Bien entendu, pour 2020. L'APP Burkini, d'ailleurs, c'est l'alternative patriotique panafricaine Burkini. Donc nous parlons d'alternative, nous ne parlons pas d'alternance. Nous ne sommes pas dans des schémas seulement du type passerelle élection. Non, c'est la transformation réelle de la société pour 2020. sur la base de la propriété, voilà, de l'expérience des uns et des autres. Alors, un mouvement syndical aujourd'hui un peu, selon ceux qui, les tenants de pouvoir, trop radicalisés, trop jusqu'au boutiste, pas capables de dialoguer, de comprendre les difficultés réelles du pays? Non, pas du tout. Je ne suis pas trop d'accord avec cela. Ça, c'est ce que nous appelions taxer une jeunesse et vouloir lui enlever sa capacité de combat. Depuis tout jeune, que ce soit en milieu scolaire, universitaire, des mouvements, une certaine jeunesse a toujours été taxée de radicaux ou bien de jusqu'au boutistes. Mais quand on fait le bilan, c'est cette jeunesse-là qui a contribué véritablement aux acquis au plan matériel dans notre pays, que ce soit dans les combats universitaires ou autres, et qui ont participé au grand combat de notre peuple. Parce qu'ils ont su lier leur sort en tant qu'étudiants dans les amphis ou dans l'enceinte de l'université. Ils ont su lier leur sort au sort du peuple. Et ils ne se sont pas constitués comme des jeunes tout petits bourgeois constitués, tout simplement à tout demander. Non. La preuve, vous avez vu les grandes luttes comme par exemple la lutte du collectif. Les étudiants ont massivement participé. Ce n'était pas pour demander de l'aide ou du fonnaire. Ainsi de suite. Vous avez d'autres luttes comme ça. Prenez par exemple l'insurrection populaire, ils ont participé. Ce sont les grands combats du peuple. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du radicalisme, c'est plutôt une hauteur de vue et une conscience politique jeune, je dirais souvent même prématurée pour beaucoup, mais ça c'est très important dans la formation politique. Face aux revendications du monde syndical, le gouvernement oppose effectivement la réalité économique. Est-ce que les syndicats aujourd'hui ne sont pas capables de comprendre cela? Oui, mais revenons un peu sur cette fois-ci concrètement maintenant en ce qui concerne le combat des syndicats aujourd'hui. Les syndicats mènent un raisonnement qui est très assimilable et qui est très compréhensible, qui repose sur la distribution globale des richesses dans un pays, à commencer bien sûr par les gouvernants. Et effectivement, est-ce que aujourd'hui, d'un point de vue de la collecte, par exemple, de la richesse, notamment dans le cadre d'une justice fiscale, est-ce qu'aujourd'hui, le travail est fait vraiment à des rendements, en tout cas intéressants,
pour permettre effectivement de ne pas contrebalancer en fait cette charge ou ce poids de l'effort, sinon du gain, sur le mouvement syndical, mais pas seulement sur les syndicats, sur les masses salariales et au-delà sur le peuple. Parce que le syndicat aussi, il a un rôle social. Vous n'avez pas ce travailleur-là qui n'a pas une certaine charge sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est de plus en plus la fonction la plus prononcée du travailleur. Donc, en réalité, tous ces ajustements sévères, en fait, agissent sur l'ensemble de notre peuple aujourd'hui, qui d'ailleurs est dans un contexte d'un appel à une solidarité au regard du contexte national. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, le pouvoir public, à mon avis, doivent jouer un rôle, je dirais, assez conquérant envers, par exemple, les questions de fiscalité liées, par exemple, aux grandes productions. Je vais parler, par exemple, des entreprises. Rappelez-vous, sous la transition, nous avons fait ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, sur les restes à recouvrer, les chèques impayés. Jusque-là, d'ailleurs, qui est resté en l'état. Mais sinon, dans un tour de bras, et autour d'un certain nombre seulement, pas toutes les entreprises, même c'est celles qui avaient des capitaux qui relevaient autour de 50 millions, et sur une période seulement de 3 années. Mais écoutez, on s'est retrouvé avec une incrimination de retour de 129 milliards de chèques non impayés et tout ce que vous avez de fiscalité non réglé. Et à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle un ultimatum. Et en 2 semaines, il y a 4 milliards qui sont entrés dans les caisses de l'État. Voilà un moyen de collecte que l'Assemblée avait joué, mais qui était un exemple, c'était un coup de semence, mais qui montrait que dans ce secteur-là, on peut récupérer. Et quand vous voyez le raisonnement des syndicats, notamment celui qui est l'acteur des impôts, jeune frère, mais je vous dis, dans les démonstrations, il y a des niches, je dirais en gros fiscales, dans lesquelles on peut récupérer beaucoup d'argent. Et pourquoi d'ailleurs les sommes restantes là n'ont pas été poursuivies? Sur les 129 milliards, il y a 4. Et le reste, est-ce qu'il y a eu une volonté? Je n'ai pas vu, en tout cas, une volonté d'aller récupérer ces sommes-là. Et il n'y a pas que cela. Quand vous prenez le secteur minier, aujourd'hui, dont la démonstration est claire, je connais très bien le code minier, ayant participé à sa rédaction. Et donc, je vous dis que le fonds de développement local, à lui seul les collecte, vous voyez les différents chiffres, c'est très important aujourd'hui. Mais ce n'est pas fait. Malheureusement, les sociétés minières, justement, jusque-là, ont du mal à sortir le chèque. Il n'y a pas un débat de confusion là-dessus. C'est une taxe que les sociétés minières doivent payer. C'est une loi nationale en ce qui concerne un des aspects d'exploitation des ressources de notre pays. Malheureusement, il ne s'exécute pas toujours. Elle ne s'exécute pas. Voilà là où l'État doit pouvoir, en fait, agir pour faire exécuter cela. En attendant, c'est l'UTS que l'État, l'impôt unique sur les traitements et salaires, qui semble être l'option d'où l'injustice sociale. Gouvernement. Ah oui, d'où l'injustice sociale, parce que tout le monde observe. C'est de quel côté on va taper et de quel côté ne taperont-ils pas. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, ça relève d'une justice fiscale. Parce qu'il ne faut pas penser que, par exemple, les travailleurs, de façon générale, ne payent pas quelque chose. Ils payent déjà des impôts. La justice sociale, l'équité, ça aurait voulu aussi que, comme c'est déjà appliqué au privé, qu'on puisse l'appliquer aussi au niveau de la fonction publique. Oui, en fait... C'est la démarche du gouvernement. Oui, la démarche du gouvernement, c'est d'envoyer ces arguments que, personnellement, je ne crois pas qu'il faut aller dans le sens, forcément, des augmentations. Parce que pour équilibrer, on peut aussi également réduire au niveau du privé. J'ai travaillé par moments dans le privé, mais j'ai vu que à ce niveau également, beaucoup estimaient que c'était déjà trop, l'UTS. Et il y avait également des démarches de la suppression pour équilibrer. Je crois que la question fondamentale... Ça paraît un peu surréaliste, non? Quand on connaît l'importance aujourd'hui de l'UTS dans le budget de l'État. En tout état de cause, le gouvernement doit pouvoir discuter avec les acteurs, tenant compte d'une certaine équité, et d'une justice sociale, qui prennent en compte les travers que nous voyons. J'ai parlé aujourd'hui d'une collecte assez faible dans un certain nombre de secteurs où
il y a de l'argent, il y a des bénéfices où ça tourne. Les mines, Par exemple, l'immobilier. oui, aujourd'hui, il y a tout cela. Moi, je vous prends l'exemple, par exemple, j'ai pris l'exemple des mines. Mais je peux prendre l'exemple sur l'immobilier. Nous avons adopté ce qu'on appelle la loi sur le bail locatif, justement, qui va réglementer les règles entre le bailleur et le locateur. Mais au-delà de ça... Apparemment inefficace. Non, mais c'est parce que ce n'est pas mis en œuvre. La loi a été votée. Pour prendre son décret, on a attendu pratiquement la veille de... c'est en fin 2018 que ça a été pris, on n'a pas dit début 2019. Et il n'est pas mis en œuvre. Mais dans cette loi, justement, il y a le fait que ça permet à l'État de contrôler le domaine du bail. Tous ceux qui ont de ces logements, d'abord voir clair dedans et savoir qu'est-ce que les gens vont payer en chose. Parce que c'est faire de la location, c'est du privé, en fait. Donc, c'est une vente, en réalité. Et à partir de là, vous êtes dans le commerce. Et donc, mais c'est une grosse assiette. Mais pourquoi il n'y a pas de volonté d'aller chercher à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une imbrication entre le politique et l'économique. Et tout le monde sait que la plupart d'un certain nombre de gens qui ont dirigé ce pays, qui ont été à des postes de décision, que ce soit au niveau local, communal, les gens ont accumulé et amassé réellement des terrains sur lesquels ils ont valorisé, c'est devenu un trésor vivant pour des gens. Et donc, quand le politique même est d'une manière ou d'une autre mêlé à ce genre d'univers un peu de non-droit, vous voulez qu'ils aillent là-bas comment? C'est pourquoi il n'y a pas de volonté. Sinon, pour régler... Il y a eu cette enquête parlementaire qui est là, on a parlé d'apurement du passif foncier. Justement, j'allais en venir. Ça veut dire que sur 15 communes seulement, on s'est retrouvé à plus de 105 000 parcelles farfelues pratiquement qui ne sont pas en règle, dont ça n'a même pas encore été réglé jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Si on va au-delà, mais je pense qu'on peut régler déjà pas mal de choses. Voilà des politiques volontaristes. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de dire en parlant de mines, en parlant de ce secteur-là, je parle même les prélèvements de tout ce qui relève de l'eau. Vous avez vu que même, j'ai vu qu'il y a un des ministres, notamment celui de l'eau, qui a rappelé que non, on ne comprend pas pourquoi les miniers ne veulent pas payer les prélèvements et la pollution sur en fait cette ressource-là. Ils disent pour des sociétés minières qui construisent leurs propres barrages. Mais je me suis dit, ils doivent encore, oui, ça fait partie du contrat dès le départ. L'exploitation des ressources, ce n'est pas gratuit dans un pays. Et ça doit relever d'ailleurs d'une haute politique c'est tout le débat aujourd'hui, autoritariste. Même avec le Fonds minier de développement local, c'est tout le débat sur les investissements déjà réalisés par les sociétés minières. Voilà, ça veut dire que quelle a été cette politique minière là dès le début et quels sont les moyens de contrôle et de pouvoir faire profiter l'exploitation minière. Vous savez, le Burkina a au moins 15 mines aujourd'hui ouvertes en exploitation. Et entre 2004 et maintenant, quand vous faites en termes, c'est très élevé en termes de taux, mais les retombées, c'est quoi aujourd'hui pour le peuple? D'où, bien sûr, sous la transition, le nouveau code minier qui a réorienté plutôt la vision du code minier vers ce qu'on a appelé le développement, un code minier de développement par rapport à l'ancien code minier de 2003 qui était axé sur l'attractivité. Donc, c'est-à-dire que c'était pratiquement du donné dans le domaine des taxes. Même les techniciens reprochent encore à ce même code minier voté sur la transition, adopté sur la transition, il y aurait encore pas mal de failles qui permettent aux sociétés minières justement d'en profiter. Non, ce n'est pas des failles. Je crois que ce code-là, il a été suffisamment technique, débattu. Et s'il y a faille, j'ai dit, c'est au niveau de la mise en œuvre du décret. D'abord, le décret a été pris en retard. On prend un décret au moment où il y a déjà des années passées. Donc, que faire en fait des années antérieures où les acteurs ne se sont pas exécutés? Deuxième aspect, ce décret-là, il n'est pas mis en œuvre aujourd'hui d'une manière, j'allais dire, effective. De sorte que beaucoup de gens passent un peu par les mailles du filet. Et puis de toute façon, j'ai dit... Les sociétés minières ne travaillent pas en dehors des textes, de ce que dit le code minier. Non, mais vous savez bien qu'il y a des sociétés minières qui refusent, par exemple, de reverser la taxe sur le fonds de développement local. Pourquoi? C'est ça. Donc, à partir de cet instant... Il y en a qui disent que l'adoption du code est antérieure, justement, à leur contrat. Non. Vous savez, les miniers ne peuvent pas décider
de comment la loi de la République va être appliquée. Ils sont venus signer des contrats avec un État dans le cadre de l'exercice, par exemple, d'une activité. Et dans ce pays, s'il est organisé, s'il y a des responsables politiques, s'il y a des gens qui doivent pouvoir gérer le pays, ils doivent pouvoir en fait organiser toute cette collecte-là. Ou bien est-ce qu'il faut juste ouvrir des mines comme ça, faire creuser un peu partout dans le pays, et puis bon, laisser après le désastre au niveau national. Et là, il faut penser même d'abord à ce que les retombées puissent régler d'abord les problèmes ultimes, actuels, mais même les problèmes futurs. Parce qu'après, il faut gérer les conséquences. Donc, je pense que la responsabilité est tellement grande que ça ne devrait pas faire l'objet de... Et puis, on n'est pas un pays ex nihilo seul dans la sous-région. Et vous avez les pays même d'où viennent les miniers là. Il y a l'exploitation minière, mais c'est très encadré. Ah oui, ils sont bien au courant. Hein. Donc maintenant, ça relève de nous, notre vigilance politique et de nous-mêmes, notre véritable option politique. Et c'est en tout cela que j'allais résumer en disant que ce soit les taxes, la question de l'UTS ou de façon générale la question de la justice fiscale, mais ça relève d'abord d'une vision politique. Vous êtes de quelle orientation et de quelle vision politique? Est-ce que vous êtes des libéraux tout azimuts? Est-ce que vous êtes des sociodémocrates, comme le disent ceux qui sont au pouvoir, donc qui estiment qu'ils mènent une certaine politique sociale? Est-ce que c'est ça, la social-démocratie? Moi, je la connais, non. Ce n'est pas celle-là. La social-démocratie, c'est l'équité, c'est la justice sociale. Non, ça veut dire elle prend en compte... Et pour l'UTS, c'est ce qu'ils disent, c'est effectivement rétablir cette justice sociale. Non, équité. Non, mais les travailleurs, vous voyez bien que les travailleurs expriment bien qu'il y a des poches dans lesquelles ils doivent pouvoir rééquilibrer les comptes. Et puis, au-delà de ça, il y a les questions même de la gestion et de l'exemple au sommet, où l'autorité publique doit lui-même appliquer la rigueur, et qui est celui, par exemple, des salaires ou des émoluments des députés, des ministres, et la gestion même de l'État. Le carburant, l'automobile, les baux. Il y a tout un ensemble aujourd'hui d'éléments fondamentaux de gestion de l'État qui doivent être revus. Parce qu'il n'y a pas eu assez d'efforts à ce niveau? À quel niveau? Nous avons constaté seulement que la gouvernance n'a pas changé entre l'insurrection et aujourd'hui. Quelquefois même ça s'empire dans certains domaines. Quand vous prenez le cas des mines aujourd'hui, ça s'empire. Vous prenez les affaires sur le charbon actif, ça s'empire. Nous prenons la plupart des scandales qui se déroulent même souvent au nez de la présidence, notamment les deals d'audience et tout ce qu'il y a. Ça s'aggrave même quelque part d'un point de vue de la gouvernance vertueuse. Vous savez bien qu'il y a des ministres aussi... que la SE a interpellés et qu'ils doivent justifier un certain nombre de choses. En fait, je crois qu'aujourd'hui, le sentiment de tous les Burkinabés... Est-ce que cela n'est pas effectivement aussi le fruit d'un échec quelque part de la transition qui aurait pu mettre les balises, faire en sorte qu'effectivement, tout ce que vous êtes en train de dénoncer ne soit pas possible aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que la transition, les gens l'auraient voulu certainement plus offensive et voire même peut-être plus totale que celle-là. Mais malheureusement, le contexte politique ne l'a pas permis. Sinon, moi, je ne doute pas un seul instant que cette transition, quel que soit son contexte difficile, l'agitation politique et militaire, quel que soit le fait qu'elle arrive brusquement, mais la volonté des acteurs sur le terrain, quand on regarde, c'est le jour et la nuit par rapport à la gouvernance actuelle, parce que la transition fait tellement d'ajustements à adopter des lois et des postures audacieuses qui sont retombées juste après. Et donc, ce qui a manqué à la transition, si on veut bien voir, je crois que la plupart des acteurs sont d'accord, c'est quoi? Mais c'est de pouvoir effectivement poursuivre, par exemple, la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Et quand je dis ça, c'est pas en l'air. Il y a de grandes questions qui auraient pu être... Regardez, il y a la question de justice. Vous avez vu que sous la transition, il y a beaucoup de dossiers qui ont été réveillés. Des dossiers de Norbert, de Sankara, le dossier de Dabo Boukari, beaucoup de dossiers judiciaires qui devraient relancer parce que l'œil de cyclone de la crise nationale en partie réside dans les questions de justice.
On sait bien que c'est l'une des causes de On sait l'insurrection. aussi que la transition a contribué Deuxièmement, à diviser les Burkinabés sur Non. certaines lois votées également. Vous savez, sur la transition, j'étais en train de prendre les grandes questions. Il y a ça, il y a la constitution de la Ve République qui est restée en l'état, il y a même les décrets d'application des lois dont on parle là, et donc parmi ces lois, vous voyez qu'on est en train de parler du code minier de base. Oui, en fait, je pense qu'un certain temps aurait dû être donné pour régler ça. Malheureusement, beaucoup de gens étaient plus dans la course vers l'élection pour qu'il y ait tout de suite un retour, d'une manière ou d'une autre, de ce qu'on appelle les professionnels de la politique. Et que c'est eux qui devraient certainement reprendre les idéaux de l'insurrection et puis pouvoir faire avancer. Malheureusement, le constat est là aujourd'hui. C'est un échec cuisant, une vraie honte planétaire. Parce que notre pays a été félicité par le monde entier pour cette insurrection héroïque, victorieuse. Et après, quand ça se termine par une situation pareille, j'ai dit... Parce que déjà, la transition, compliqué. malheureusement, a déjà donné ce ton. On voyait les choses venir. Cette mauvaise gouvernance aujourd'hui, parce que la transition aussi n'a pas été aussi un bon exemple. Non, bon, en matière écoutez, de moi, gouvernance vertueuse. Non, moi, je dirais, vous savez, les gens ont vilipendé cette transition un peu trop, non seulement vite, précocement, et souvent, c'est plus même, je dirais, des assauts politiques que... Parce que moi, je ne vois pas, c'est sur quel point on prend la transition sur une situation dans laquelle, d'ailleurs... On a vu après des rapports par rapport à la gestion au Premier ministère. On a vu aussi, au niveau du CNT, il a fallu que l'opinion se soulève pour que, au niveau des émoluments, les choses soient revues. Vous n'avez pas voulu forcément changer d'habitude. Non. Moi, je pense que j'ai souvent répondu à ces questions. J'ai dit, en ce qui concerne les émoluments chez les députés, là, c'était plus un problème d'inexpérience d'un bureau qui n'a pas su communiquer ni avec ses députés, ni avec en fait, le peuple. Hein, parce que j'ai dit, ils en ont fait en estimant que peut-être c'était la bonne manière, alors qu'ils auraient dû communiquer. Je vous dis, en ce qui concerne les émoluments, là, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui dans ce pays-là, vous n'avez pas un Parlement qui a travaillé à réduire non seulement les dépenses de l'Assemblée, parce que le budget de l'Assemblée est passé de 17 milliards à 8 milliards sous la transition. Sinon 11 milliards, dont les 8 ont été effectifs vraiment dans la gestion. Mais ça, c'est rare. Vous avez vu que ça, le budget du Parlement... Les 3 sont allés où? Non, ça veut dire que d'abord, les 8 milliards ont été effectifs dans la gestion jusqu'au coup d'État. Et effectivement, le gouvernement devait nous reverser les 3 milliards pour continuer le travail. Mais comme la transition s'est arrêtée, bon, le bilan final, c'est que les activités pour je dirais, pour pouvoir faire d'autres actions, hein, n'ont pas tout de suite continué. Donc, la transition, vous le savez, hein, on s'est quitté de façon, je dirais, brusque. Mais sinon, si on fait le point, vous verrez bien qu'il y a eu ce qu'on appelle une réduction à ce niveau. Et même les émoluments. C'est les émoluments des députés qui étaient les plus, j'allais dire, les plus réduites depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Normal, puisque vous n'étiez pas des députés normaux. Ça non, aussi, même là, vous rentrez dans un débat théorique de fond. Ça, vous savez que la démocratie directe veut que le peuple quitte directement le terrain de la rue pour arriver à l'Assemblée. C'est ça la démocratie. Même si vous prenez d'un point de vue du droit bourgeois. Ça va être difficile de quantifier l'unité de mesure de la légitimité. Comme ça. Non, la légitimité, c'est pas moi qui l'ai dit. La rue, il y avait combien de Burkinabés? Non, quand vous prenez la démocratie bourgeoise elle-même, là, qui définit un peu l'Assemblée telle qu'il y a, où il faut faire des représentants, mais lorsqu'il en arrive à ce que le peuple arrive de cette façon-là, je dirais, vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est suite à un vaste mouvement que cela est arrivé. Et forcément, c'est ça la légitimité directe. Alors que la démocratie indirecte, c'est celle qu'on fait aujourd'hui, faire élection et puis élire des représentants du peuple qui doivent aller parler au nom du peuple. Donc, vous voyez, même quand vous prenez quel que soit l'angle... On a vu tout le deal qu'il y a eu autour donc, de ces places au CNT. Non, c'est vrai que ce n'était pas facile. Hein. Moi, je vous dis, j'en sais quelque chose. Ce n'était pas du tout évident de faire comprendre aux gens, tels les enjeux étaient importants. Et les enjeux pour les gens n'étaient pas la même chose. Quand vous dites qu'il y a eu des choses, il y en a qui prennent ça comme si c'était juste une volonté des gens d'y aller. Non, ce n'était pas seulement ça. Il y avait même le fait que pour beaucoup, c'était aussi un calcul politique de pouvoir contrôler les institutions de la transition en faisant au maximum amener
leurs camarades Parce à qu'en l'intérieur. réalité, l'exemplarité Et ça- que vous dénoncez aujourd'hui, Oui. ce n'était pas la chose la mieux partagée sur la transition. Non, moi, en fait, en un mot, si je vais pas en fait polémiquer sur tout, parce que je n'ai pas dit que tout était parfait. Hein. Je n'ai pas polémiqué sur tout. Cependant, j'ai dit, le dernier rapport de la Cour des comptes qui est sorti a bien montré que la gestion de la transition a été conforme. Ça, c'est Et donc, les canevas, à partir ça, de c'est une cet question de instant, canevas, mais oui, au-delà- mais même tout ça, c'était pas reconnu. Les gens ne l'avaient pas reconnu. Les gens pensaient que, par exemple, il y avait autre chose. Et moi, j'ai dit, souvent, les gens sont, en fait, tout simplement orientés sur des questions pécuniaires. J'ai dit, ça, c'est souvent une erreur. Parce que quand vous prenez le résultat de 12 mois, de 13 mois du travail de la transition, vous prenez 108 lois adoptées en une seule année avec à côté une constitution d'une 5e république. L'importance n'est pas la quantité Et- des lois, Ah. c'est leur efficacité. C'était de bonnes lois, audacieuses, historiques, voire même révolutionnaires pour certains. C'est parce que ça n'a pas été appliqué. Peut-être aussi dans l'émotion. Non, non, non. Pourquoi? Par exemple, quand vous prenez la loi sur, par exemple, la lutte contre la répression sur la pollution, sur la corruption, j'allais dire, et autres, mettant en œuvre, par exemple, le délit d'apparence, la déclaration des biens, pour en fait mieux cadrer au niveau de l'exécutif et des députés, donc au niveau des grands cadres du pays. La preuve, aujourd'hui, on a du mal à mettre tout ça en œuvre. Non, le problème, ce n'est pas du mal. Hein. Il n'y a pas eu de volonté de mise en œuvre de ces lois parce que les gens ne sont plus inscrits dans l'esprit de cette insurrection populaire. Justement, ça me permet de vous dire que c'est justement la transition qui incarnait réellement les aspirations post-insurrection. Je ne vois pas. Tout ça s'est retombé. Les insurgés sont dans ce pouvoir aujourd'hui. Chérif Sy a rejoint le pouvoir. Non, attendez, vous l'avez bien nommé, mais ce n'est pas les insurgés. C'était un insurgé quand même, Oui, c'était une personnalité forte Oui, de la transition. Un insurgé qui se trouve dans un pouvoir ne peut pas être considéré comme tous les insurgés. Vous ne voyez pas les insurgés dans l'opposition. Voilà des insurgés qui s'organisent. Voilà une nouvelle. C'est quand même un symbole, non? Voici de nouvelles. Non, vous savez, les symboles ne règlent pas les choses en politique. Hein. La transition est finie effectivement et définitivement. Et en plus de cela, nous disons que, en ce qui concerne le CNT, tout est terminé. Et maintenant, si des individus Est-ce que finalement ça ne donne ou pas des raison? personnes décident maintenant d'aller dans un pouvoir ou bien de définir leurs propres choses, moi je pense qu'il faut les juger Est-ce que comme ce n'est tels. pas ça ne donne pas raison justement à ceux qui disent qu'il y avait une relation de cause à effet, c'est-à-dire il y a une sorte de transmission de pouvoir justement? Oui, ça peut donner en tout cas cette impression. Moi je vous le concède. Mais quand moi je regarde les acteurs de la transition, vous aviez 25 ministres de la transition, vous avez 90 députés, vous avez 36 membres de la commission de la réconciliation nationale et des réformes. Vous regardez, on a un premier ministre, on a un président de l'Assemblée, et puis il y avait le président de la transition. Il y a combien qui se sont retrouvés dans la gestion actuelle? Il y a un ministre de la transition comme Bagoro, il y a Chérif Sy. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il y a combien sur les 25? Au-delà, vous prenez les députés. Pas rien. Et même le Premier ministre Zida, ce qu'on comprend, c'est qu'à la dernière minute, il y a eu trahison, sinon il serait là. Moi, je ne vais pas rentrer en fait dans les détails pour aller trouver des diables où je n'en sais rien. Moi, je parle tout simplement de ce dont je suis au courant. C'est simple, c'est-à-dire que le constat, il est là clair. Est-ce que vous croyez en la sincérité de tous les acteurs de premier plan de la transition? Non, c'est-à-dire il ne faut pas avoir une vision puriste comme ça d'une transition qui elle-même est très hétérogène. Parce qu'il ne faut pas vouloir que la transition soit une situation à la vision, par exemple, normale, comme vous l'avez dit au départ. Ce n'est pas possible que ça soit ainsi parce que ce n'est pas une situation politique attendue. À partir du moment où ceux qui ont les mandats de pouvoir sur la transition avaient d'autres objectifs. Non, moi je ne vais pas attribuer. Politique. Je n'attribuerai pas de points ou d'intentions aux uns ou aux autres. Ce que moi je sais, c'est que c'était une transition politique. Et que la politique n'était jamais terminée dans ce pays. Et qu'après la transition, le combat devrait se poursuivre. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas enlever... On a vu des acteurs de la société civile à l'époque, au CNT, en tant que société civile, après, ouvertement, faire le mea culpa, reconnaître qu'ils étaient là, en vérité, au nom de politique. Voilà, c'est pour vous dire que ces genres, en fait, d'actions au plan politique, là, vous ne pouvez pas les éviter. C'est une question de stratégie de chaque groupe
Et il n'a pas été empêché qu'un groupe le fasse. Moi, je le dis Est-ce que pourquoi. quelque part, certains d'entre vous n'ont pas été naïfs, justement? Non, bon, vous savez, les cultures politiques des uns et des autres, ce n'était pas forcément la même chose. Ça, c'est clair. Mais il y avait quand même des hommes d'expérience, en commençant justement par le président de la transition lui-même. Et la plupart des acteurs aussi de la société Il y civile... avait aussi, par moments, des positions qui montraient clairement sa tendance. Mais cette lecture, quand les gens le font, je dis, on ne peut pas en fait épiloguer trop sur ces questions. Pour moi, ce qui est intéressant, il y a eu un résultat avec un certain nombre, par exemple, d'acteurs qui se sont déterminés et qui aujourd'hui, à la fin de la transition, sont en train de mettre au profit cette expérience-là à l'endroit du peuple, des organisations. Et il faut capitaliser cela. Et ça relève de notre ressort. Chérif, si par contre, dans le pouvoir aujourd'hui, ça vous surprend, ça, Chérif, si Bon, moi, je n'étais pas au courant. D'abord au représentant, après ministre de la Défense, ministre d'État, ça vous surprend? Pour moi, ça, c'est des questions, je dis, liées aux convictions individuelles et personnelles des uns et des autres. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait des gens, notamment à ce niveau de la transition, qui allaient s'engager, j'allais dire, immédiatement dans un pouvoir qui n'est rien d'autre que, selon moi, le relique du régime même qui a été déchu les 30 et 31. Pour moi, ça, c'est une logique politique assez cohérente. Et je pense que tout observateur est un peu, voilà, sur la soif en regardant ainsi. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, et je dis ça, il faut, peut-être que je m'attendais à ce que des gens continuent à organiser les masses, la jeunesse, les Burkinabés, autour des valeurs défendues au niveau de l'insurrection populaire et de les traduire dans un autre cadre politique, voire dans un autre régime politique. Ça ne se fait pas actuellement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de faire ce travail-là aussi. Hein, parce que quand on regarde la scène... Le Balai citoyen, vous avez été membre fondateur de cette organisation. Ben oui, mais le Balai citoyen fait un travail que j'ai dit intéressant. Continue de le faire, à votre avis? Mais oui, bon, de toute façon, chaque structure, après toute la traversée, je dirais, de ces périodes assez houleuses, difficiles, ils se sont mis dans leur perspective. Et ça, je pense qu'il faut laisser les structures se développer. N'oubliez pas que le Balai citoyen était la cible du régime dès qu'il s'installe, que les acteurs de la transition étaient les cibles du régime dès qu'il s'installe, qu'aujourd'hui, là, pratiquement, on constate que les acquis de l'insurrection ont été bafoués. Et je pense que tout le monde l'a dénoncé dans des cadres comme la coalition d'Itania, dans lesquels il y avait le Balai et tout, dans d'autres cadres. Donc, ça veut dire que je pense que ce qui est en train de se passer là, mais c'est l'ordre normal des choses. Les acteurs qui ont milité en 2014 ou qui ont été dans la transition, mais c'est une continuité logique que le renouvellement de notre scène politique passe par des acteurs de premier plan, encore de nouveau, mais surtout ceux qui vont garder l'essentiel de ces valeurs et le traduire le plus justement possible. Mais ça, c'est évident. Mais c'est ça, il faut capitaliser. Pour terminer avec la transition, que retenir du management de la gestion de Chérif Sy au CNT? Bon, écoutez, je pense que même moi, je suis resté aussi sur ma soif, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que quand même, ce qui est peut-être le bémol, nous attendions à ce qu'il y ait quand même un point au niveau des députés, avant de pouvoir quand même quitter. Et il n'y a pas eu un point de la gestion? Non, mais dans la gestion, je vous ai dit, sur ça, c'est clair, il y a certainement eu un point au niveau d'une commission, mais je pense que ça devait faire l'objet d'une publicité avec non seulement et les députés et l'ensemble du peuple. Ça aurait pu peut-être circonscrire beaucoup de débats autour de la question de la gestion. Moi, c'est ce que je pense et j'ai milité en faveur de ça. Même si quelquefois, je n'ai pas été compris. Mais c'était ma position. Parce que je milite il y a longtemps. Quand on mène une activité, quand on dirige, on doit pouvoir faire un point. Ça relève de la responsabilité de la transparence vis-à-vis des acteurs. Voilà. Peut-être que cette culture politique n'est pas partagée, mais chez nous, c'est comme ça. De sorte que, en tout cas, à l'époque, on ne peut pas dire qu'on ne m'a pas... Vous prenez tous les députés, j'étais très exigeant sur ces questions-là. Voilà. Et ça,
Bon, peut-être que je peux être compris, mais aujourd'hui, la preuve, voilà que ça se pose toujours. Et j'ai dit, en ce moment, ben, chacun n'a qu'à assumer en ce moment. Voilà, c'est tout. Elle était saine, la gestion, Mais moi, notamment des finances de Non, l'Assemblée. parce que ça veut dire, pour moi, en fait, d'un point de vue, j'ai dit, il y a peut-être une inexpérience, par exemple, dans la communication. Mais d'un point de vue en ce qui concerne les activités des députés, c'est-à-dire que le processus d'adoption des lois, leur mission, que ce soit au niveau national ou international, et autres là, moi, je n'ai pas... On a oui dit qu'à la fin, il y a eu des milliards à problème. Non, mais ça, effectivement, c'est resté en l'état et non justifié. C'est pourquoi je vous dis que, selon moi, il aurait dû, en fait, de façon beaucoup plus publique et claire, avec des données devant tout le monde, le faire. Mais cependant, rien n'empêche que les investigateurs, que ce soit des journalistes, que ce soit d'autres personnes qui peuvent contrôler les actions du Parlement, qu'ils aillent chercher l'information. Moi, je le dis parce que, c'est vrai, vous pouvez me le faire dire, mais vous pouvez aller chercher. Voilà, je pense que ça relève aussi de la responsabilité de la plupart des acteurs. La transition, comme on dit, contrôlée par la transition, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que vous pouvez bel et bien jeter un regard également sur tout ça. La presse, si j'allais dire pluraliste au Burkina, elle en est capable, quand même, quand on vient du pays de Norbert Zongo, qui lui-même a donné l'exemple. Je pense que c'est certainement possible de le faire. Comme travail de rétention de l'information, ce n'est pas toujours évident aussi pour la presse. La preuve, vous-même, acteur, vous avez du mal à collaborer quand on vous pose certaines questions. C'est toujours toute la réalité, toutes ces barrières qui sont mises, parce que la presse va vers des sources, et parfois ces sources parlent peu ou acceptent de... Non. Nous, en fait, c'est pour des questions de responsabilité et de précision. Mais au moins, nous, j'ai répondu clairement à la question en disant que c'est une question qui aurait pu être mieux résolue que cela. Voilà, et donc, à mon avis, c'est aux gens de chercher. N'oubliez pas que le même auteur a été, je dirais, haut représentant. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acteurs de la presse qui ont applaudi. La preuve même, il y a beaucoup qui ont écrit dans la presse pour montrer en quoi ce poste se justifiait. Ce n'était pas votre avis? Ce n'était pas mon avis et je l'ai toujours défendu. Et je pense que j'ai même eu raison. Même si on ne me le dit pas, j'ai dit que ce poste était farfelu et qu'il n'existait nulle part dans le corpus juridique ni dans la Constitution de notre pays. Et que sa mission n'est pas définie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire quelle est la mission? J'ai même demandé que les acteurs de la presse, puisque c'est votre propre confrère, qu'ils aillent chercher quand même à comprendre. Mais personne ne nous a déjà dit. Et là encore, je ne sais pas s'il y a eu un bilan aussi, à mon avis. Donc, sincèrement, je ne voudrais pas faire de l'inquisition contre ce personnage. Mais cependant, j'ai dit, si on doit tenir compte des règles rigoureuses de la conduite des choses de façon vertueuse, demandée par nous-mêmes, exprimée par nous-mêmes, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Ça, c'est très important. Voilà. Et là, ça veut dire que, vous voyez, nous ne faisons pas ami avec quelqu'un. Ce sont les principes que nous respectons. Alors, Chérif Sy, aujourd'hui, à la tête donc, du ministère de la Défense, nous allons parler effectivement de sécurité, où on a l'impression que de plus en plus, les civils sont désormais des cibles privilégiées. Bon, effectivement, nous avons tous constaté un peu que dans un contexte sécuritaire, et c'est généralement ce qui se passe dans le monde entier, il peut y avoir des reculs de liberté si jamais on n'a pas une certaine vigilance populaire. Et encore plus au Burkina Faso, ça peut être très surprenant au regard du long parcours que le peuple a réalisé dans le secteur des libertés d'opinion, des libertés, je dirais de façon générale. Et donc, à ce niveau-là, il faut reconnaître qu'il y a un bémol. Ce n'est pas du tout intéressant. Et c'est même condamnable. Et c'est clair que ça va être une source d'hostilité, de combat et d'adversité avec des acteurs. Parce que le peuple ne va pas laisser ses acquis de longue date, de haute lutte et de haut sacrifice être en fait vendangés ou bien bradés. Ça, au moins, c'est clair. La caractéristique principale de notre peuple, c'est qu'elle ne se badine pas sur les questions d'espace de liberté.
Donc, on a parlé sur cette question sécuritaire, justement. On a pensé peut-être à un moment donné que c'est une question de management, d'hommes. On a changé de ministre de la Défense, on a changé de chef d'état-major. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers une reprise en main de la situation? Bon, écoutez, moi, en tout cas, nous observions tous, quand on prend le bilan 2019, c'est le bilan le plus lourd au plan sécuritaire depuis pratiquement 2016. Et ça serait un peu hasardeux de dire qu'il y a eu une amélioration de la situation. Cependant, il y a eu des actions, souvent, je dirais, voilà, qui ont porté. Mais moi, je fais la différence entre les opérations et une politique réelle de sécurité et la maîtrise d'une situation. Il y a eu l'opération au Tapuanou au niveau de l'Est, ensuite au Doufou au niveau du Sahel. Mais vous constatez qu'une opération n'est pas une maîtrise d'une situation. Une opération est ponctuelle. La preuve après, l'Est encore a été voilà. occupé, Donc vous voyez, quand on lit les choses de façon beaucoup plus fine comme ça, on se garde en fait tout de suite de crier en fait à la victoire, et d'où il faut redoubler de vigilance et continuer le travail. Mais à mon avis, la question sécuritaire là, ce n'est pas des questions ponctuelles à résoudre. Il y a une question fondamentale à résoudre et qui était déjà claire, et je crois qu'on n'a pas travaillé ces questions-là. C'est ce qui relève de la réorganisation, voire même de la refonte de l'armée. Donc la reconstruction d'une armée. Ah, ça, c'est dit, souvent c'est des questions, les gens ils la trouvent un peu trop en fait grosse, mais vous ne pouvez pas, vous voyez tous les pays forts, durs qui arrivent à se défendre là, ils ont bâti une institution de défense militaire assez de qualité et puis forte. Et ça, on n'a pas encore la bonne approche du problème. Mais écoute, la question a été posée quand vous prenez de 2011, la crise de la mutinerie. Vous revenez jusqu'en 2014 où la crise s'est exacerbée au sein de l'armée. Même quand vous prenez par rapport à cette question du putsch du 16 et 17, on a vu bien sûr qu'au niveau de cette institution, il y avait quand même pas mal de dissensions. Et puis c'est une institution qui a été construite durant combien, avec quelle philosophie? Dans quel but? Est-ce que c'était pour faire face à des situations pareilles? Donc, il y a tout un réajustement à refaire et à reconstruire une armée modèle. Même si l'insécurité liée au terrorisme n'est pas forcément, dit-on, une question d'armée, mais attention, l'armée reste l'ossature autour de laquelle s'organisent toutes les autres formes de sécurité qui contribuent. De sorte que, ça c'est une question principale. Est-ce que l'a-t-on résolu aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on garde en fait un peu voilà, le fil conducteur de toutes ces questions-là. Vous prenez tous les spécialistes, ils vont vous le dire. Sur le sujet aujourd'hui sécuritaire, aujourd'hui le discours, la tendance à la mobilisation de toutes les énergies, c'est dire faire parler la fibre patriotique autour donc, de l'armée, et parfois ça semble diviser les Burkinabés. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit ça ne doit pas être patriote, oui. apatride. Voilà, ça c'est en fait encore, comme je l'ai dit, c'est souvent la maladresse politique qui amène à prendre de tels discours en pensant que non, c'est pas ça. Je dis qu'il y a un travail à faire, et depuis 4 années, moi j'ai constaté que ce n'est qu'à partir de 2018, fin 2018, pour ne pas dire en fin d'année 2018 au discours du Nouvel An, que en fait il est ressorti qu'on va réorganiser l'armée depuis 2016. Et face à une situation où il y avait déjà eu beaucoup de cas révélés de terrorisme quand même au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que, à mon avis, et avant ça, comme je l'ai dit sous la table, il y a une commission qui a travaillé, la commission de la réconciliation nationale et des réformes, qui a sorti un rapport, Les voies du renouveau, dans lequel il y a les aspects sécuritaires. Ils reviennent là-dessus, ils proposent des solutions. Qu'a-t-on fait de tout cela? Non, moi je pense que, certes, on ne peut pas maîtriser forcément les acteurs qui attaquent, on ne peut pas prévoir, certes, ça c'est vrai, c'est difficile, une guerre asymétrique,
Mais il ne faut pas omettre la responsabilité de l'option politique sur la question militaire. La question militaire, ce n'est pas une question purement militaire. La question militaire relève aussi d'une option politique. En arrivant dans ce contexte-là, quelle a été la décision qu'il fallait prendre tout de suite? Est-ce que ça a été fait? Non. Je pense que souvent on survole le débat en voulant dire non, il faut mobiliser les gens, il faut créer des fibres patriotiques. Les fibres patriotiques, ce sont des adjuvants. Mais, ça ne remplace pas les politiques. Ah non, ça ne remplace pas. La fibre patriotique, là, c'est un adjuvant, c'est un accompagnement. Mais ce n'est pas... Le soubassement, c'est la conception. Ah oui, mais c'est le travail technique, la vraie préparation pour permettre à ce peuple-là, aujourd'hui, demain et après-demain, de pouvoir faire face à toute forme d'envahisseurs ou d'attaques, pas seulement même terroristes, même autres. Il faut le prévoir. D'accord. Vous parlez tout à l'heure du discours du Nouvel An 2018. Il y a eu le discours du Nouvel An 2019 du président du Faso. Ce discours-là répond à vos attentes? Oh, ben, il y a longtemps, moi, je pense que les discours sont un peu excentriques par rapport aux réalités de notre pays. Hein. Vous prenez déjà le 11 décembre où j'ai vu que le discours était revenu un peu sur un peu la question de l'unité nationale, la question nationale de l'unité des différentes forces ethniques, religieuses, ainsi de suite. Bon, vous savez bien que ce n'est pas la première fois. Le Burkina, d'ailleurs, est très fort, il y a de longues dates dans ces discours-là. Moi, je pense que la question fondamentale qui est posée aujourd'hui, et justement au niveau de ce discours dernier, du 31 décembre-là, c'était un appel au courage et à encourager le peuple. Bon, j'étais en train de dire tantôt que les appels, les encouragements, les questions d'émotion, le jouer sur les fibres, là, ce ne sont que des adjuvants. Et aujourd'hui, j'ai dit, le fond du problème, à mon avis, selon moi, je crois que nous sommes au bout réellement de l'action, en tout cas politique, sur la question de ceux qui nous dirigent. Vous l'avez dit là. Il y a eu, par exemple, une augmentation du budget de l'armée. Et même dans cet exercice budgétaire à venir de 2020. Mais il avait déjà considérablement augmenté. Quand on fait le point aujourd'hui, en termes d'activité, d'action, de résultats, ça donne quoi? Donc, à mon avis, ça c'est des questions de fond. D'ailleurs, je vois même qu'il y a des problèmes même dans la gestion de cette manne financière que l'Assemblée nationale a octroyée. Et je pense même que l'Assemblée devrait demander de faire un point pour comprendre un peu au ministère en charge de la question, voire au Premier ministère. Donc, à mon avis, ce n'est pas les discours. Voilà une situation qui est posée et il y a des matériaux sur lesquels il faut agir. Il faut aller travailler sur cela. Voilà. Maintenant, je dirais que de façon fondamentale, je ne crois pas que tout ce qui était en train d'être dit là, l'unité nationale, le problème de la cohésion sociale entre les ethnies et autres, ça c'est vrai, religieux, voire l'unité de l'armée, j'ai dit... Dialogue politique. Dialogue politique. Tout ce qui est en train de sortir extraordinairement, de façon génialement comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit encore cette classe politique-là qui soit en mesure de pouvoir régler et porter toutes ces valeurs-là. Non. Ils sont, c'est pas possible. Non, ils sont en grande partie responsables durant 30, 40 années du problème de l'unité de la nation. Quand on est responsable du problème, on doit être en mesure de pouvoir apporter la solution. Oui, aussi. mais ce n'est pas les discours. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est que je pense, beaucoup le disent, et de plus en plus ça revient dans les discours. Il faut une reconstruction, aussi bien de notre pays d'un point de vue matériel, d'un point de vue moral, mais de ces hommes. Il faut de nouvelles personnes, il faut de nouveaux hommes politiques qui incarnent réellement ces valeurs et qui n'ont pas adhéré à l'ancienne gestion, de manière à ce que toutes ces questions-là, confiance, adhésion populaire, légitimité, que ça revienne. Ce nouveaux hommes, ça existe?
Mais oui, il y a une génération politique qui s'est battue. On a commencé par là pendant plus de 30, 40 ans dans ce pays qui a fait face à ces politiques-là, qui les ont dénoncées jusqu'à une victoire insurrectionnelle. Je crois que de façon morale même, sans y mettre la politique, dans l'ordre normal des choses, on sait quelles sont les personnes qui avaient la légitimité politique de diriger ce pays. Je ne crois pas que c'est l'ancienne gestion qui devait revenir. Malheureusement, on ne s'assume pas toujours pour la nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération s'assume. C'est que l'adversité est de taille. Et on lui oppose beaucoup, j'allais dire, d'obstacles. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une génération qui est prête, qui s'est bien organisée, hein, D'accord. et qui est en train de développer, à mon avis, de vraies alternatives politiques. Moi, je ne vous le dirai pas. C'est vrai qu'on n'a pas trop développé côté politique, mais il y a beaucoup de nouvelles forces politiques dynamiques en cours de construction qui n'adhèrent pas Le MPP, à l'ancienne. En 2015, avait promis justement cette alternative, justement. Est-ce que vous pensez que à la fin de ce mandat de Roch-Marc Christian Kaboré, on ne peut pas parler d'alternative? Non, non, non. Ce n'est pas au MPP au pouvoir de proposer une alternative. Peut-être qu'ils sont en train de proposer une relève à leur propre système. Nous, on parle d'alternative, ce n'est pas ça, justement. Les 4 ans n'ont pas permis de faire bouger les lignes, de créer un changement? Non, à quel niveau? Dans la gouvernance? Non, moi je rentrais. Non, non, dans la gouvernance, on l'a déjà cité, la gouvernance a été catastrophique, était la même que celle passée, sur tous les plans. Le problème, c'est qu'on ne voit pas venir concrètement cette alternative que vous autres, vous proposez au Burkina Faso? Non, elle vient, parce qu'il n'y aura pas d'alternative tant qu'il n'y a pas de nouvelles forces d'alternative. Et ces nouvelles forces d'alternative, j'ai dit, si vous observez l'horizon politique, sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est important. Par exemple, vous prenez l'expérience de l'APP Burkindi. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient là, qui connaissaient la politique, mais qui ne se sont jamais en fait engagés véritablement sur la scène politique de la conquête officielle du pouvoir. Concrètes et pas les beaux discours, mais justement, ça, idéologiques. Quand vous prenez, par exemple, l'APP Burkini, son ossature idéologique d'abord, qui est d'abord une conception, mais une contribution à l'idéologie. Ça relève d'acteurs expérimentés qui ont la maîtrise de la chose. Vous avez tous les acteurs capables de faire ça. Ça, c'est d'abord l'orientation. Ça veut dire qu'on ne navigue pas à vue. Deuxièmement, vous avez les acteurs. Qui sont les acteurs de l'APP Burkindi? Mais notre peuple nous connaît, depuis le milieu scolaire jusqu'à aujourd'hui, et je ne suis pas le seul. Vous prenez le président de l'APP Burkindi. Et vous avez cette capacité à conquérir le pouvoir d'État, c'est ce qu'on attend. Les moyens, c'est quoi de conquête du pouvoir politique? D'abord, c'est le programme et la possibilité de dire aux masses, voilà ce qu'il faut faire. Les moyens, c'est quoi? C'est les capacités mobilisationnelles au niveau des masses. Ce n'est pas forcément l'argent. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de politique, ils commencent à sortir une calculatrice. Donc, si ce n'est pas l'argent, c'est que normalement, si vous avez l'alternative, vous devrez pouvoir normalement vous asseoir à nous avons des ressources que forcément des cantines d'argent ne peuvent pas acheter. Donc, logiquement, vous devez être... Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas de militants. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la formation politique. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la capacité de proposer une solution. Logiquement, vous devez être à Kossiam en 2020 si le problème d'argent ne se pose pas. Non, vous savez, j'ai dit, je ne suis pas non plus assez naïf sur la scène politique, mais j'ai dit, il y a beaucoup de combats qui vont se mener et dans lesquels nous compterons coûte que coûte dans cette scène politique-là pour booster cette alternative réelle et cette rupture vraie pour notre peuple. C'est de ça qu'on a besoin depuis l'insurrection. Toute la parenthèse politique qui est en train de se mener à l'heure actuelle là, c'était des passerelles d'un point de vue électoral et des questions d'élection présidentielle. Nous sommes dans une perspective aujourd'hui d'une alternative, d'un combat à la fois de libération face à tout ce qu'il y a comme agression, mais d'un combat également de libération politique, c'est-à-dire cette gestion-là qui pèse sur les Burkinabés. C'est ça notre alternative. Nous ne sommes pas juste dans les passerelles électorales. D'accord, merci. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire en 2 mots ce que vous pensez de Rémy Danguilo. C'est votre confrère qui aurait pu peut-être faire avancer beaucoup mieux les choses pour la liberté de la presse et dans le secteur de la presse, mais je ne suis pas sûr qu'il est en train de se faire comprendre. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture? Je dirais qu'il devrait pouvoir trouver quand même une certaine stabilité politique parce que je pense que la jeunesse, c'est aussi la ligne.
Pour terminer, Harouna Kaboré. Oui, c'est un jeune camarade, peut-être quelquefois un peu bousculant, mais je pense qu'il doit revenir dans les rangs, c'est tout. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Voilà, merci bien. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, il y avait David Moyenga, ancien député au Conseil national de la transition CNT, vice-président de l'alternative patriotique panafricaine APP Burkindi, chargé des relations avec les partis politiques. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.